Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, comme en guise de cadeau de Nouvel An, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre le 9 janvier dernier par Emmanuel Macron. À seulement 34 ans, Gabriel Attal, qui était déjà le ministre le plus jeune, devient le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République. Qui est ce jeune Premier ministre? L'intéressé est né en 1989 dans les Hauts-de-Seine, département historiquement situé à droite de l'échiquier politique, dont le conseil général a longtemps été présidé par Charles Pasqua et durant 3 ans par Nicolas Sarkozy. Tiens donc. Ayant grandi dans les 13e et 14e arrondissements de Paris, Gabriel Attal n'a jamais fréquenté l'école publique, puisqu'il a étudié à l'école alsacienne, un établissement privé considéré comme élitiste. Il poursuit ensuite ses études à l'Institut d'études politiques de Paris, en affaires publiques, obtient un master en 2012 et suit parallèlement une licence de droit qu'il ne décroche pas à l'université Panthéon-Assas. Militant du Parti socialiste dès 2006, alors qu'il n'a que 17 ans, il s'implique dans la campagne électorale de Ségolène Royal en 2007 pour les élections présidentielles, tout en menant ses études à Sciences Po Paris. Diplômé en 2012, il obtient la même année son premier poste en intégrant à 23 ans le cabinet de Marisol Touraine, ministre socialiste de la Santé de le gouvernement Hollande, où il est notamment chargé de la rédaction des discours de celle-ci. Puis, il est conseiller municipal de Vanves en 2014, toujours sous l'étiquette du Parti socialiste. En 2016, il rejoint En Marche, mouvement d'Emmanuel Macron, puis, dans la foulée des élections présidentielles de 2017, il est élu député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, département recouvrant ici les Moulineaux, circonscription détenue jusqu'alors par un cacique de la droite, André Santini. Il est âgé alors de 28 ans. En janvier 2018, il est promu porte-parole de son parti La République En Marche. En octobre 2018, il entre au gouvernement et devient secrétaire d'État au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il a 29 ans. 20 mois plus tard, il est nommé porte-parole du gouvernement. Un peu moins de 2 ans après, en mai 2022, il devient ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le rythme s'accélère. Au bout de 14 mois, en juillet 2023, le voilà ministre de l'Éducation nationale. À peine arrivé, après un passage éclair de 5 mois, il devient Premier ministre. Son seul fait d'armes, en tant que ministre de l'Éducation nationale, est d'avoir interdit l'abaya, une sorte de djellaba pour femmes, vêtement traditionnel féminin qui consiste en une longue robe ample et couvrante portée dans les pays comme l'Arabie saoudite. Pourtant, il s'agissait d'un phénomène marginal. 150 établissements sur 10 000 collèges et lycées ayant eu à en effectuer le signalement. Beaucoup de bruit pour rien, mais en pleine période de vacances scolaires, ça a marché.
Le moins que l'on puisse dire est que Gabriel Attal est un homme pressé qui ne perd pas de temps en chemin. Une sorte de Speedy González de la politique française. Du Parti socialiste aux arcanes du pouvoir, c'est la politique qui a toujours assuré ses fins de mois. Et de manière plutôt confortable, comme on va le voir. Notre Speedy González est en effet à la tête d'une fortune personnelle conséquente. 1,5 million sur un contrat d'assurance vie. 61 000 € sur un compte courant à la Société Générale et près de 70 000 € d'économie sur un plan épargne-logement. Mis bout à bout, la fortune du nouveau Premier ministre de 34 ans atteint plus de 1,6 million d'euros. À cela s'ajoute un salaire d'environ 10 000 € par mois. En parallèle, Gabriel Attal doit rembourser un prêt de 670 000 € contracté en 2017. Cela dit, il ne dispose à l'heure actuelle d'aucun bien immobilier. Les fins de mois difficiles, les difficultés, comme on le voit, Gabriel Attal les connaît bien, mais seulement en peinture, pas dans la réalité. Une autre vedette fait partie de ce gouvernement. C'est Rachida Dati, mise en examen pour 3 chefs. Trafic d'influence passif, corruption passive par personne investie de mandat électif public et recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance. Ce qui lui fait encourir une peine de 10 ans de prison assortie d'1 million d'euros d'amende, comme le prévoit l'article 432-11 du Code pénal. La justice la soupçonne d'avoir perçu indûment, en tant qu'avocate, 900 000 € d'honoraires de Renault, le constructeur, entre 2010 et 2012, alors qu'elle était à l'époque députée européenne. Pour sa défense, Rachida Dati estime qu'aucun élément de sa rémunération n'a été dissimulé et que, par ailleurs, la prescription de 3 ans pour ces délits est acquise depuis 2017. Pour l'heure, elle est donc présumée innocente. Ancienne magistrate devenue avocate à titre dérogatoire, Madame Dati entre à l'École nationale de la magistrature à l'âge de 30 ans, où elle est admise sur dossier sans passer les épreuves du concours externe. C'est vrai que ça facilite les choses. Le Canard enchaîné a indiqué, en 2007, que cette admission avait été obtenue grâce à un faux curriculum vitae, laissant entendre que Mme Dati était titulaire d'un MBA européen du groupe HEC. Or, le directeur d'HEC a affirmé qu'elle n'avait pas obtenu son diplôme, n'ayant pas assisté au séminaire de clôture de l'année. Mais en définitive, la vraie star de ce gouvernement est sans conteste Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Une véritable révélation. Ex-directrice générale de la Fédération française de tennis à 500 000 € annuels. Bravo! La nouvelle ministre, répondant aux questions de journalistes transmises à son cabinet bien antérieurement au moment où on lui a posé les questions, a évoqué l'absentéisme des professeurs dans le public
pour se justifier d'avoir scolarisé ses enfants dans l'établissement privé parisien Stanislas à Paris. La ministre a tout simplement menti. Selon l'enseignante mise en cause par la ministre fraîchement nommée, Amélie Oudéa-Castéra et son mari, président de Sanofi, ont en fait décidé d'envoyer leur fils à l'école Stanislas parce qu'ils souhaitaient lui faire sauter une classe. L'école littrée où il se trouvait avait refusé ce passage anticipé en moyenne section car il n'avait pas encore 4 ans à l'époque. L'enseignante, aujourd'hui à la retraite, affirme n'avoir jamais été absente durant les 6 mois où le fils de la ministre a fréquenté sa classe. Voici ce que cette dernière a déclaré au quotidien Libération. Je me sens personnellement attaquée. Je n'ai pas été absente et quand bien même cela aurait été le cas, on était toujours remplacés. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à Littré, l'école publique dont il est question, qui est une petite école très cotée. Du côté de l'établissement Stanislas, où ont été scolarisés les enfants de la ministre, on fait grise mine, n'aimant habituellement rien tant que la discrétion. Le prestigieux établissement privé Stanislas a vu étaler au grand jour ses incroyables privilèges. Dans un cadre somptueux et suréquipé, 2 piscines et 7 gymnases, en plein cœur de Paris, il accueille des élèves triés sur le volet. Parmi eux figure en bonne place la progéniture d'une partie des élites politiques et économiques du pays, à laquelle elle délivre une éducation imprégnée des valeurs d'un catholicisme de stricte obédience. Le tout financé aux 3/4 environ par de l'argent public. Mais il y a mieux ou pire, cela dépend. Le site d'investigation Mediapart révèle le contenu d'une enquête administrative, affirmant, je le cite, que des dérives homophobes et sexistes ainsi que des humiliations se sont déroulées dans cet établissement où étudient 3600 élèves de la maternelle aux classes préparatoires. Stanislas, l'établissement, est toutefois une sorte de sapin de Noël, cachant la forêt d'un enseignement privé composé de 7500 établissements, dont 7000 pour le seul enseignement catholique. Un ensemble d'établissements très divers, comptant son lot de lycées professionnels et de classes pour élèves en difficulté, par exemple les Ulysses, les SECPA, même si aucun établissement n'y est classé en réseau d'éducation prioritaire. Le fracas causé par cette affaire trahit le sentiment partagé que les termes du contrat qui lie chaque établissement privé au service public d'éducation ne sont pas équilibrés. Cette association permet aux premiers, les établissements privés, d'être financés à hauteur de 73% par la puissance publique. L'État prend en charge essentiellement la rémunération des enseignants, 8 milliards d'euros en 2022. Les collectivités locales, elles, sont contraintes par la loi de leur fournir une dotation de fonctionnement équivalente à celle des établissements publics dont elles ont la charge. Écoles pour les municipalités, collèges pour les départements, lycées pour les régions, collèges et lycées pour la CTM. En échange, ce contrat crée un certain nombre d'obligations, dont celle de respecter les programmes de l'éducation nationale et de veiller à la
mixité sociale des publics scolarisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit avoir une diversité d'origine sociale. Ce principe de mixité n'a été inscrit dans la loi qu'en 2013. Mais depuis cette date, loin de s'améliorer, la situation s'est aggravée. La part des élèves issus de catégories très aisées et même très favorisées, cadres, chefs d'entreprise, enseignants, au sein de l'enseignement privé, qui s'élevait déjà à 34,9% en 2011, alors qu'il était 19% dans le public, est passé à 40% en 2021. Dans le public, il a augmenté d'un point. Il est passé à 20%. Inversement, la part des catégories défavorisées, ouvriers inactifs, est passée sous la même période de 19% à 15%, alors qu'elle est de 37% dans le public. Autrement dit, de plus en plus d'enfants issus de milieux favorisés se retrouvent dans les établissements privés, tandis que les milieux les plus modestes sont essentiellement scolarisés, enfin, leurs enfants sont scolarisés dans les établissements publics. Le constat qui prédomine est celui d'un recrutement en faveur des classes aisées comparativement au public, ainsi que d'une moindre hétérogénéité des élèves avec une frange importante d'établissements à la fois élitistes et très homogènes. C'est le règne de l'entre-soi. Une situation d'autant plus difficile à justifier que rien n'est transparent. En effet, on ne sait pas comment expliquer la présence croissante d'enfants issus de catégories aisées de la population dans les établissements privés. Est-ce dû au choix des familles? Est-ce dû à la politique de recrutement des établissements? Est-ce dû au montant de la participation financière des familles dissuasive pour celles qui sont modestes? Sur le plan budgétaire, ni l'INSEE, ni l'Éducation nationale, ni la Cour des comptes ne sont en mesure de dire combien, globalement, coûte l'enseignement privé aux contribuables. Enfin, quant au contrôle, les règles en la matière ne sont ni connues, ni a fortiori appliquées par les différentes parties prenantes, constatait la Cour des comptes. Le contrôle pédagogique est qualifié de minimaliste et le contrôle administratif est organisé uniquement de manière ponctuelle, en cas de signalement d'un problème. Dans cette situation, rien ne permet de conclure que les fonds publics sont correctement dépensés dans les établissements privés, alors même qu'ils bénéficient d'un financement à parité avec le public, tout en recevant des élèves globalement plus favorisés. Qu'en est-il en Martinique? Dans un édito de septembre dernier, j'indiquais que les établissements privés, Séminaire Collège Sainte-Marie et Couvent Saint-Joseph de Cluny, scolarisait majoritairement des élèves provenant de milieux sociaux favorisés et que de surcroît, le recrutement des élèves est moins diversifié, ce qui signifie qu'ils sont inscrits préférentiellement les enfants issus des catégories aisées de la population. Auprès des familles aisées, ces deux établissements privés confessionnels font donc recette. Mais, me direz-vous, la CTM et nos chers élus, à qui j'ai envie de souhaiter pour 2024 une excellente année de travail, ne sont-ils pas là pour redresser et corriger cette situation? Vous avez sans doute raison, et c'est très certainement pourquoi la CTM a financé un beau voyage en Grèce
pour des élèves du séminaire collège afin qu'ils découvrent le berceau de la civilisation. Je cite le document concerné. Ce ne sont plus nos ancêtres les Gaulois, mais nos ancêtres les Grecs. Tiens, je croyais que nos racines culturelles remontaient à l'Afrique de l'Ouest. J'ai du mal comprendre, mais je ne suis pas le seul, Aimé Césaire aussi. Une question cependant. Des élèves du collège de Basse-Pointe ou du lycée du Lorrain ont-ils eux aussi effectué un voyage en Grèce? Merci.